La parole est maintenant à Monsieur Jean-Luc Feuguit, rapporteur de la Commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. S'il est un titre qui correspond particulièrement à l'intitulé du projet de loi que nous discutons aujourd'hui, c'est bien le titre 3. Ce titre est en effet consacré au développement de mobilités plus propres et plus actives et trace dans ce domaine des orientations pour les années et les décennies à venir. Avant d'en venir au fond du titre 3, je m'autoriserai une petite observation s'agissant de la procédure et du travail que nous avons accompli. Au stade de la nouvelle lecture, il est en effet l'heure de faire un premier bilan de la discussion de ce projet de loi. Il est presque de tradition de considérer que dans nos institutions, c'est le gouvernement qui légifère, à tel point que l'annonce du dépôt d'un projet de loi en Conseil des ministres a parfois plus d'écho que son adoption définitive par le Parlement. La discussion du titre 3 du projet de loi d'orientation des mobilités nous conduit à nuancer cette idée reçue. Ce titre comportait au départ 9 articles, la plupart issus des assises de la mobilité. Ils figurent encore tous dans le projet de loi que nous examinons à partir d'aujourd'hui, signe de la qualité du travail d'élaboration de la loi par le gouvernement en lien avec tous les acteurs impliqués pendant les assises. Mais le titre 3 comporte désormais 49 articles. C'est dire l'ampleur du travail accompli par le Parlement. Au-delà du nombre, ce sont de très nombreuses mesures sur lesquelles je reviendrai qui ont été adoptées par amendement parlementaire. Je tiens à saluer le climat constructif, empreint à la fois d'exigence et de confiance, qui a prévalu à nos débats et à nos échanges avec le gouvernement. Elisabeth Borne et aujourd'hui Jean-Baptiste Djebbari et leurs équipes ont toujours été dans une position de dialogue avec les deux assemblées, permettant d'avancer sur de nombreux sujets. Si j'osais reprendre une phrase de l'un de nos plus illustres prédécesseurs, je dirais qu'au cours de la discussion de ce projet de loi, nous avons essayé d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. L'un ne va pas sans l'autre et au cours de nos débats, nous avons pu tous avoir le sentiment, parfois, que certaines propositions seraient difficiles à mettre en œuvre, parce que trop idéalistes, quand d'autres, justement, manquaient d'ambition par souci de ne pas trop brusquer les changements nécessaires. Aller à l'idéal et comprendre le réel, comme le disait Jaurès, ce sont deux nécessités complémentaires pour accompagner notre société vers une transformation d'ensemble qu'exige la transition écologique. Je commencerai d'abord par l'idéal, car ce projet de loi en porte sa part. Cet idéal, c'est de s'attaquer aux grands défis auxquels notre siècle nous confronte. D'abord, atteindre la neutralité carbone des transports terrestres en 2050 pour permettre de réaliser ensuite la neutralité carbone globale de la France à cette date. Alors que les transports représentent aujourd'hui environ 75 millions de tonnes d'émissions de CO2 par an, soit environ 30% des émissions françaises, nous voyons que le but que nous nous sommes fixé pour 2050 a aussi quelque chose d'un idéal. Ensuite, nous devons absolument réduire la pollution de proximité. Comme je l'évoquais à plusieurs reprises en commission et lors de la première lecture, cette pollution de fond aux oxydes d'azote, aux particules fines et à l'ozone nous impacte tous. Les dernières études sont alarmantes. Elles font état d'un nombre de décès annuels dus à la pollution en France qui serait compris entre 48 000 et 67 000 décès par an, pour un coût collectif total de 5 milliards d'euros par an, et notre pays est sous le coup de procédures européennes pour non-respect des normes de qualité de l'air. Ce double idéal, je crois qu'il est partagé sur tous nos bancs. Nous pouvons avoir des visions différentes quant à la manière d'y parvenir, mais nous nous accordons sur le but. Aller vers l'idéal, cela suppose aussi de comprendre le réel. Et ce réel, si nous l'avions oublié, je crois qu'il s'est rappelé à nous à l'automne dernier, au cours du mouvement des Gilets jaunes. Je le sais pour avoir organisé 13 grands débats dans ma circonscription, dont une part importante était à la fois consacrée aux enjeux écologiques et d'autres sujets. Les sujets écologiques préoccupent nos concitoyens, tout autant que la difficulté à faire face à leurs coûts de déplacement. Comprendre le réel, c'est savoir que l'on ne pourra pas bouleverser du jour au lendemain les habitudes ou modifier en quelques mois seulement des systèmes et des réseaux de mobilité qui ont mis des décennies à se construire. C'est aussi comprendre que nos entreprises dans leur production et nos concitoyens dans leur vie quotidienne ont parfois besoin de temps pour adapter leurs habitudes à de nouvelles perspectives. C'est aussi savoir que les plus modestes de nos concitoyens auront besoin d'être aidés pour aller vers des mobilités plus propres et plus actives. Nous devons donc comprendre ce réel, mais sans oublier l'idéal. Alors comment y parvenir? En définissant des trajectoires. Car partir de la situation actuelle ne suffit pas. Et se focaliser sur un objectif lointain non plus.
Nous devons construire ensemble la trajectoire qui doit nous permettre de passer de la situation actuelle à l'idéal que nous souhaitons voir advenir. Et c'est précisément ce à quoi le titre 3 du projet de loi est consacré. Cette trajectoire est notamment définie à l'article 26AA du projet de loi. Ce dernier inscrit dans la loi l'objectif de neutralité carbone des transports terrestres en 2050. À cette date, plus aucun véhicule terrestre ne devra être alimenté par des énergies d'origine fossile. Je rappelle, pour avoir un point de repère, que les ventes actuelles de véhicules neufs en France se répartissent de la manière suivante. Près de 94% des véhicules sont 100% diesel ou essence, 4% des véhicules hybrides, 2% pour les véhicules électriques et quelques dixièmes de pourcent pour les véhicules au gaz. Pour parvenir à cet objectif de neutralité carbone, nous proposons également d'inscrire dans la loi sa condition nécessaire de réalisation, la fin de la vente des véhicules neufs utilisant des énergies fossiles d'ici à 2040. En effet, avec une durée de vie moyenne d'environ 10 ans, il faut arrêter de vendre ces véhicules au plus tard en 2040 pour qu'ils ne roulent plus en 2050. En adoptant dans la continuité du plan climat porté par Nicolas Hulot en juillet 2017 cette fin de vente des véhicules à énergie fossile pour 2040, nous serons le premier pays à inscrire un tel horizon dans la loi. Enfin, nous sommes également soumis aux objectifs européens de réduction des émissions polluantes pour 2030. À partir de 2020, les nouveaux véhicules devront émettre, dans leur ensemble, moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre, chiffre qui sera progressivement abaissé à 59 grammes en 2030, soit en dessous du seuil actuel de définition du véhicule à faible émission. Voici donc la trajectoire que nous avons définie au cours de la première lecture et que je vous proposerai de confirmer. Pour nous assurer que nous la suivons, je rappelle que l'OPEX, qui associe les deux chambres du Parlement, devra produire une évaluation tous les 5 ans qui sera ensuite débattue par le Parlement. Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de toute la panoplie des leviers de l'action publique. C'est précisément ce à quoi sont consacrés les 49 articles du titre 3. Et je crois qu'en première lecture, nous y avons tous apporté notre pierre sur tous les bancs. Car en la matière, les bonnes idées se complètent plutôt qu'elles ne s'excluent. D'autant que nous travaillons contre la pollution de proximité, contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire pour notre santé et pour le climat. Je n'égrènerai pas toutes ces idées, mais nous avons 5 grands blocs. Le premier vise à favoriser les mobilités actives, en premier lieu desquelles la marche et le vélo. Nous avons considérablement renforcé les obligations de construction de pistes cyclables, facilité la construction de locaux à vélo dans les copropriétés et dans les gares, et favoriser la possibilité de transporter des vélos dans les trains et les cars, de manière à favoriser l'intermodalité. Un deuxième ensemble de dispositions a pour ambition de favoriser le déploiement des mobilités électriques, hydrogène et au gaz. Depuis l'équipement et le prééquipement des parkings en bornes de recharge jusqu'à l'augmentation du taux de réfaction pour le raccordement du réseau électrique, au réseau électrique, les mesures sont là aussi diverses et nombreuses. Troisièmement, nous incitons à l'acquisition de véhicules à faible émission en fixant des obligations minimales de verdissement pour les flottes captives publiques et privées. Ainsi, pour les flottes privées de plus de 100 véhicules, 10% des renouvellements devront concerner les véhicules à faible émission en 2022, jusqu'à 50% en 2030. Ceci permettra d'alimenter le marché de l'occasion et de rendre ces véhicules de plus en plus accessibles à nos concitoyens. Quatrième ensemble de mesures, celle qui vise à inciter nos concitoyens à avoir recours à des mobilités plus propres et plus actives. Nous créons ainsi le forfait mobilité durable, permettant la prise en charge des frais de déplacement à vélo et en covoiturage. Par ailleurs, les publicités pour les voitures devront être accompagnées d'un message incitatif aux mobilités actives et partagées. Enfin, je ne peux pas, en tant que président du Conseil national de l'air, oublier les mesures de lutte contre la pollution de l'air de proximité, avec la création des zones à faible émission mobilité et l'introduction des plans d'action pour l'air dans les PCAET. Vous l'aurez compris, chers collègues, le titre 3 de la loi d'orientation des mobilités est un titre ambitieux qui non seulement fixe des objectifs, mais trace aussi des trajectoires et active de multiples leviers pour les atteindre. C'est de ces mesures que nous aurons à débattre dans les jours à venir pour les perfectionner et, si nécessaire, les ajuster. Nous n'avons plus, si j'ose cette expression rugbystique, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby, pour laquelle je souhaite bonne chance à notre équipe nationale, nous n'avons plus qu'à transformer l'essai. Je vous remercie et je compte sur vous. Je vous remercie.